Est-ce que tu es prêt à entendre un truc de dingue? J'ai découvert une théorie sur l'histoire de la Tour Eiffel qui pourrait bien expliquer pourquoi la Russie, et on peut même dire carrément pourquoi M. Poutine en particulier, n'attaquera jamais la France. Tu veux savoir? Alors je te raconte. Depuis quelque temps maintenant, je suis une chaîne sur TikTok qui s'appelle Taffer, que j'aime beaucoup parce qu'ils partagent leur enquête sur toutes sortes de théories. Ils prennent des histoires fascinantes, voire intrigantes et parfois même complotistes pour vérifier leur crédibilité. Pour chaque théorie, ils nous expliquent en détail leurs recherches et nous montrent les documents et les preuves qu'ils ont trouvés pour que chacun puisse se faire sa propre idée. Et pour une curieuse comme moi, c'est juste passionnant. Et donc, il y a quelques jours, en direct sur son live, Taffer nous a parlé d'une théorie incroyable sur l'histoire de la Tour Eiffel, en nous partageant les documents qu'il avait réussi à dénicher. Et j'ai trouvé cette histoire tellement incroyable que j'avais envie de la partager avec toi dans cette vidéo. Je précise que c'est avec l'accord de Taffer, que je remercie d'ailleurs chaleureusement, que je peux non seulement te raconter l'histoire, mais aussi te montrer les documents qu'il m'a gentiment envoyés. Comme ça, toi aussi tu pourras juger sur pièce et te faire ta propre idée. Alors, tout commence par la découverte d'anciens documents, plus exactement d'anciennes cartes postales, où l'on peut voir que la Tour Eiffel porte le nom de la Tour Poutine, comme tu peux le voir dans ce premier document. Et je t'ai même fait un gros plan pour que tu puisses bien lire. Ensuite, il y a celle-ci, où on peut voir en haut, à côté de 119 Paris, qu'il y a écrit la Tour G Poutine. Et enfin, cette troisième carte, où l'on peut aussi lire, et je t'ai fait un gros plan, la Tour Poutine et la Seine. Après cette série de vieilles cartes postales, Taffer et son équipe ont aussi déniché plusieurs publications de l'époque de sources différentes, comme cette page de journal de la mode illustrée, sur laquelle je n'ai malheureusement pas réussi à faire de gros plans parce que ça devenait flou, mais aussi cette page du franc journal, où tu peux voir sur le gros plan qu'il est écrit en haut numéro exceptionnel tiré à 5 millions d'exemplaires. Ensuite, ils ont aussi trouvé ce menu de l'hôtel Continental qui date du 18 avril 1889 et où on peut lire 45e dîner de Skansia offert à M. G. Poutine sous la présidence de M.J. Jensen. Jusque-là, tu dois te dire que c'est assez troublant, mais difficile à comprendre. Sauf que j'ai gardé le meilleur pour la fin avec cette lettre. De la France du Midi, datée du 15 mars 1889 et signée par un certain Ivan Petrov. Et je vais prendre le temps de te la lire parce que c'est la pièce maîtresse de toute cette histoire. En fait, cette lettre explique clairement le lien familial qui serait à l'origine de cette alliance symbolique entre la France et la Russie. Depuis plusieurs mois, Paris s'apprête à célébrer l'achèvement de ce qui est déjà considéré comme une merveille d'ingénierie moderne, la Tour Eiffel. Cependant, des révélations choquantes viennent d'ébranler l'image que nous avons de cet édifice monumental et de son concepteur supposé, Gustave Eiffel. Des documents récemment exhumés dans les archives d'un ancien collaborateur russe révèlent que Gustave Eiffel, de son vrai nom Gustave Poudinov, n'est pas d'origine française comme nous l'avons toujours cru. Gustave serait en fait issu d'une famille noble russe liée à la dynastie des Poudinov, une lignée d'ingénieurs et de scientifiques de renom. Selon ces mêmes sources, Gustave aurait été envoyé en France dans le cadre d'un programme d'échange diplomatique et scientifique secret visant à renforcer les liens entre la Russie et la France. Les plans originaux de la tour, retrouvés dans les papiers personnels de Gustave Poudinov, montre des croquis et des annotations en cyrillique indiquant que l'édifice devait initialement être construit à Saint-Pétersbourg. Ce projet, baptisé la Tour de l'Alliance, avait pour but de célébrer l'amitié naissante entre les deux puissances. Cependant, des tensions politiques auraient forcé les autorités à transférer le projet à Paris. Malgré l'évidence de ces révélations, les autorités françaises nient toute implication russe. Pourtant, certains documents portant les signatures de hauts fonctionnaires des deux pays confirment la nature collaboratrice du projet. Ces découvertes remettent en cause non seulement l'origine de la Tour Eiffel, mais également le rôle de Gustave Poudinov dans l'histoire de l'ingénierie mondiale. La Tour Eiffel, symbole du génie français, pourrait en réalité être le fruit d'une collaboration internationale soigneusement dissimulée. Alors que le monde s'apprête à admirer cette structure éblouissante lors de l'exposition universelle, nous devons nous
nous interroger sur les vérités que l'histoire choisit de nous cacher. En clair et en résumé, cette lettre nous révèle tout simplement que Gustave Eiffel n'était pas celui que l'on croyait, que son véritable nom serait en fait Gustave Poudinov et qu'il serait issu d'une noble famille russe qui aurait des liens directs avec la famille de Vladimir Poutine. Et oui, tu as bien entendu, des détails qui ont été cachés ou oubliés dans les archives officielles. Et par déduction, c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi la Russie, et en particulier M. Poutine, ne pourrait jamais s'en prendre à la France, par respect pour ce lien familial. C'est assez incroyable, n'est-ce pas ? Alors, on ne sait pas pourquoi ça ne s'est pas fait à l'époque, mais il faut bien avouer que cette version de l'histoire pourrait expliquer un certain lien émotionnel de M. Poutine pour la France. Alors, comme moi, tu vas sûrement te demander pourquoi on nous a caché tout ça. Et pour l'instant, Taffer et son équipe n'ont rien trouvé qui pourrait l'expliquer. Probablement l'enjeu géopolitique de l'époque, mais ça reste une supposition parce qu'il n'existe pour l'instant aucun document officiel qui le confirme. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est un truc de dingue, non? Et comme on n'est pas en direct, je te propose tout simplement de mettre cette vidéo sur pause et d'aller me donner ton avis à chaud dans les commentaires. Je ne te donne pas le mien pour ne pas t'influencer, mais je suis vraiment curieuse de savoir ce que toi tu en penses. Donc, fais pause sur la vidéo maintenant et dis-moi juste si après tout ce que tu viens d'entendre et de voir, tu y crois ou pas. Alors, j'espère juste que tu l'as fait. Maintenant, avant que tu commences à te demander pourquoi tu n'as jamais entendu parler de cette histoire avant, je dois te dire une chose importante. Tout ce que je viens de te raconter est totalement faux. Et oui, tu as bien entendu, tout est faux. Cette histoire est en fait une expérience imaginée par Taffer et son équipe pour nous montrer à quel point aujourd'hui il est facile de manipuler les informations et de rendre crédible une fausse histoire. Les documents, les photos et même les écrits, tout a été fabriqué pour cette expérience. Il voulait nous démontrer qu'aujourd'hui, avec des informations bien présentées et des preuves fabriquées, il est facile de tomber dans ce genre de piège, surtout quand l'histoire est bien ficelée et qu'elle joue sur nos émotions et sur notre curiosité. J'espère que tu comprendras pourquoi j'ai voulu te faire vivre cette petite expérience. Mon but n'était pas de te tromper, mais de te prouver en te le faisant vivre à quel point une histoire bien ficelée peut influencer notre perception. D'ailleurs, les réactions que cette expérience a provoquées dans le live de Taffer étaient intéressantes, parce que la majorité de son public a compris le sens de l'expérience, alors que d'autres se sont sentis piégés, voire trahis. Avec le recul, la question que l'on doit se poser, c'est pourquoi croit-on si facilement à ce genre de théorie? En fait, quand une histoire est bien présentée, avec des éléments visuels, des détails crédibles et un ton sérieux, ton cerveau a tendance à l'accepter sans trop se questionner. Ensuite, le biais de confirmation que ton cerveau utilise pour traiter les informations plus vite fait que si cette histoire correspond à ce que tu crois déjà ou à ce que tu as envie de croire, tu seras plus enclin à croire que l'histoire est vraie. Et enfin, il y a le contexte émotionnel. Une histoire qui joue sur les émotions comme la peur, la curiosité, l'étonnement va capter notre attention et nous empêcher de prendre du recul. C'est exactement sur ces points que Taffer a joué et c'est pour ça que son expérience a si bien fonctionné. Et la leçon à retenir de tout ça, c'est que dans notre monde saturé d'informations, il est essentiel de développer notre esprit critique. Parce que des théories ou des histoires comme celle-ci, avec des récits bien ficelés mais faux, il en existe partout. Et pas que sur TikTok ou sur les réseaux. Et c'est exactement ce que la culture de la peur, dont je t'ai parlé dans ma dernière vidéo, utilise pour capter notre attention et nous manipuler. Elle joue sur nos émotions, amplifie nos peurs et nous maintient dans un état de vigilance permanent. Alors, pour être sûr que tu ne m'en veuilles pas de cette petite démonstration, je t'ai préparé une petite liste de 5 réflexes simples à adopter pour t'éviter de tomber dans ce genre de piège. Le premier réflexe, c'est de toujours vérifier les sources de tes informations. Demande-toi d'où elles viennent et si elles sont appuyées par des faits solides ou des éléments vérifiables. Le deuxième réflexe, c'est de prendre du recul. Avant de réagir à une information ou de la croire, analyse ce que tu ressens. Et si jamais ton émotion est forte, demande-toi si ce n'est pas un moyen de manipuler ton attention. Le troisième réflexe, c'est de te méfier des biais cognitifs.
Comme je te l'ai dit, ton cerveau utilise des sortes de raccourcis pour traiter les informations plus vite. Alors, reste vigilant et cherche même des informations contraires pour élargir ta perspective. Et si tu n'as jamais entendu parler des biais cognitifs, alors sache qu'il existe sur ma chaîne 4 vidéos où je te présente les 21 biais cognitifs les plus courants. Le 4e réflexe, c'est de limiter ton exposition aux informations. Comme je te l'ai déjà dit dans ma vidéo sur la culture de la peur, il est essentiel que tu prennes le temps de choisir les moments et tes sources d'informations avec soin pour privilégier les contenus équilibrés. Enfin, le 5e réflexe, c'est tout simplement de cultiver une méfiance saine. Ne crois pas tout ce que tu vois et tout ce que tu entends, même si ça peut te paraître crédible. Garde toujours un doute raisonnable, parce que c'est ce doute qui va te pousser à creuser davantage et donc à vérifier par toi-même. En adoptant ces premiers réflexes simples, tu pourras déjà mieux discerner les informations fiables des pièges et donc éviter de te faire manipuler. Et n'oublie pas que ton esprit critique est ton meilleur allié, surtout dans un monde où, comme aujourd'hui, tout peut être présenté comme une vérité. Voilà, on arrive à la fin. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, des remarques ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo. Autant te dire que je suis vraiment curieuse de savoir si tu as cru à cette histoire et qu'est-ce que tu en as pensé. Pour être tout à fait honnête avec toi et parce que je pense que tu mérites de le savoir, quand Taffer nous a posé la question pour savoir si on y croyait ou pas, j'étais incapable de répondre sur le moment. Mais je te dirais aussi que la façon dont les choses étaient présentées les rendait plutôt crédibles. Dans ma prochaine vidéo, je te proposerai de continuer à explorer cette culture de la peur en abordant un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, les phénomènes extraterrestres. Entre fascination, mystère et rumeurs, on verra comment ces phénomènes peuvent alimenter nos peurs et nos fantasmes. Mais en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.